Le bruit de la porte du garage s'ouvrit en gémissant et résonna dans le calme de la maison comme une sonnette d'avertissement. Je suis entré et j'ai inhalé le parfum familier, de la poussière de cèdre et une légère trace de lavande, du diffuseur que Delila a insisté pour placer dans le hall. Tout se ressemblait, mais j'avais l'impression que quelqu'un avait traversé les pièces pendant mon absence et avait réaligné les choses juste assez pour perturber l'énergie. Nos photos de mariage encadrées étaient toujours posées sur le manteau. Son sourire sur cette photo me calmait. Dernièrement, j'avais l'impression d'être un étranger. Avec le recul, Delila et moi nous sommes rencontrés lors d'une exposition de design à Seattle. Elle était audacieuse, confiante, portait du rouge à lèvres comme une armure et souriait de tout son visage. Pendant des années, j'ai cru que j'avais gagné à la loterie émotionnelle. Nous avons partagé du vin sur les toits, fait des courses de crêpes à minuit et avons même travaillé ensemble sur quelques projets de design avant qu'elle ne change de carrière. Lorsqu'elle a rejoint une entreprise de branding haut de gamme il y a 3 ans, je l'ai encouragée. Nous avons célébré son premier client solo avec du champagne dans la baignoire. Non, maintenant elle ne répond à mes appels qu'à minuit et rentre à la maison en sentant l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre masqué sous le savon d'un hôtel. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un travail de gestion de compte de fin de soirée. Je n'ai pas appuyé. Au début, je respectais son travail, mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, les mensonges devenaient de plus en plus forts dans le calme. Au début, j'ai remarqué les signes subtils. Son téléphone était toujours orienté vers le bas. Des rires derrière les portes des toilettes. Elle a arrêté de me regarder dans les yeux quand je lui ai posé des questions sur sa journée et quand elle souriait, ce n'était pas le genre de sourire qui atteignait ses yeux, c'était le genre qu'on donne à un inconnu dans un avion, le scintillement poli obligatoire qui ne veut rien dire. J'ai essayé d'attribuer cela au stress, à la fatigue au travail, peut-être même à la dépression saisonnière. Les hivers de Portland pourraient ronger les os des relations les plus solides. Mais ce n'était pas saisonnier. C'était autre chose, quelque chose de plus froid, quelque chose de calculé. Une nuit, il y a environ 2 semaines, je me suis réveillé et je l'ai trouvé disparu du lit. Il était 2h14 du matin. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'étais assis là à regarder les chiffres rouges, avec l'impression qu'ils comptaient jusqu'à quelque chose. J'ai parcouru la maison pieds nus, les planchers de bois francs, froids, contre ma sauce. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de chuchoter dans son téléphone. À la seconde où elle m'a vu. Elle a mis fin à l'appel, a dit qu'elle ne pouvait pas dormir et qu'elle commandait du thé. Mais il n'y avait pas de bouilloire, pas de moquerie, juste sa main tremblait légèrement alors qu'elle posait le téléphone. Écran toujours côté sombre vers le haut. Tout va bien, ai-je demandé. Elle hocha la tête trop rapidement, me frôlant comme si j'étais un jeu d'enfant plutôt qu'un homme. Elle s'enroulait comme une couverture. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais pas de preuves. Pas encore. Mais la vérité se construisait déjà en moi comme une structure que je ne pouvais pas défaire. Ma carrière s'est construite sur la précision, sur la détection de la tension dans les lignes, les poids et les poutres, la tension et l'acier. J'ai construit des tours censées résister au vent, au temps et aux tremblements, et je pouvais désormais sentir les tremblements dans chaque pièce et chaque regard qu'elle refusait de me lancer, et chaque nuit, elle restait dehors à travailler. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié nos relevés bancaires partagés. Il y avait des frais que je ne pouvais pas expliquer, salon d'hôtel, restaurant haut de gamme, elle n'en a jamais parlé, covoiturage, prise en charge à des adresses que je ne reconnaissais pas. Et puis il y avait des intervalles, de longues périodes, pendant lesquelles son téléphone sonnait une fois, puis revenait directement à la messagerie vocale. Elle avait toujours une excuse, mauvais accueil, rendez-vous client. J'ai oublié de le charger, mais sa batterie n'était jamais faible lorsqu'elle m'envoyait par SMS des photos de ses salades et des vues de son bureau. Je ne suis pas un homme paranoïaque. Au contraire, j'ai été coupable d'avoir accordé trop de bénéfices du doute. Mais même la patience a un point de rupture, et j'avais atteint le mien. J'ai commencé à documenter tranquillement, minutieusement, comme un architecte, en mesurant les fissures avant un effondrement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la photo que j'ai trouvée sur son iPad. Elle ne s'était pas déconnectée de son iCloud. Et un soir, alors que je cherchais un plan d'un ancien projet, j'ai vu un selfie de Delila dans le lit d'une chambre faiblement éclairée. Derrière elle, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai zoomé et j'ai vu une ombre, la moitié d'un visage d'homme, à côté d'elle, endormi ou faisant semblant de l'être. Elle avait encore qualifié l'album de passé. Je suis resté assis là pendant 1 heure entière à regarder cette photo, pas en colère, pas brisé, juste immobile,
comme un homme observant les conséquences d'un tremblement de terre. Je n'avais pas tout perdu, pas encore, mais les dégâts étaient réels et ils s'étendaient. J'ai donc fait ce que j'ai toujours fait lorsque des structures menaçaient de s'effondrer, je me suis préparé, j'ai cartographié chaque fissure, tracé chaque ligne de faille, et je me suis promis ceci, si elle pensait pouvoir m'abattre tranquillement, elle était sur le point d'apprendre la différence entre le silence et la force. Ce n'était pas la tempête, pas encore. C'était le calme d'avant. Je me suis assis dans le garage cette nuit-là, l'air froid pénétrant à travers les coutures de la porte m'entourant comme la vérité. Je ne pouvais plus l'ignorer. La photo sur l'iPad de Delilah ne me quittait pas l'esprit. Son corps s'est courbé vers cette ombre d'homme, comme si elle se reposait dans un endroit qui m'avait autrefois appartenu. La légende est passée. Ce n'était pas seulement une étiquette astucieuse, c'était une annonce, un avis d'expiration sur un mariage. Pensais-je, toujours à bout de souffle. Alors j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai franchi la frontière entre confiance et confirmation. J'ai mis son téléphone sur écoute. Ce n'était pas par vengeance, pas encore. C'était de la survie. Le genre de mouvement qu'un homme fait quand tout autour de lui commence à se fissurer et qu'il a deux options, soit renforcer les poutres, soit laisser tout s'effondrer. Je connaissais quelqu'un qui pouvait l'aider. Ancien client devenu consultant en cybersécurité. Un gars tranquille, il me devait une faveur. Je lui ai demandé une application discrète, qui reflèterait les messages, les appels et même l'emplacement de Delilah, sans qu'elle le sache. Il m'a envoyé un lien, des instructions et un avertissement. Une fois que vous ouvrez cette porte, dit-il, vous ne pouvez pas ignorer ce qu'il y a derrière. Il avait raison. Les messages arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire, des centaines, des milliers en fait, si vous les faisiez défiler assez loin. Son téléphone était un journal intime sans verrou, juste confession après confession, saignant à travers les émojis et le timing de fin de soirée. Au début, ce n'était que des noms, traités, puis des signatures complètes, très Montgomery. Ce nom m'a fait réfléchir. Je me suis souvenu de lui dans un vieil album photo que Delilah avait sorti au cours de notre première année ensemble. Son ex du lycée, la star du football, est devenue une start-up dropout. Elle a dit qu'il lui avait brisé le cœur, qu'il l'avait fait se sentir jetable. Apparemment, l'histoire a un étrange sens de l'humour. Leur conversation était une affaire numérique construite sur la nostalgie et la chaleur. Le flirt coulait de chaque ligne comme la sueur d'un matelas de motel bon marché. Il y avait de vieilles photos, des blagues échangées sur les professeurs qu'il détestait, des confessions sur le fait qu'ils penseraient toujours les uns aux autres. Et puis ça a empiré, bien pire. J'ai hâte de me réveiller à nouveau à tes côtés. Cette fois, nous le faisons correctement. Une fois la maison vendue, nous sommes prêts, un nouveau départ, une nouvelle ville, un nouveau nom, juste nous. Je me suis figé. La maison vendue. Cette phrase se répétait dans ma tête comme une boucle défectueuse. Ma maison, celle que j'ai construite de toutes pièces. J'ai choisi le revêtement de sol, j'ai installé toutes les poutres du plafond. J'ai planté l'arbre dans la cour la semaine où nous avons emménagé et elle comptait le vendre sans moi. Pendant que je dormais, avec un homme qui laissait des mots d'amour dans son casier, j'étais assise là, téléphone à la main, la poitrine se serrant à chaque syllabe. Elle a écrit. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une stratégie. Elle n'échappait pas à un mauvais mariage, elle le volait, le déchirait en morceaux et encaissait le reste. Il y a eu un message selon lequel elle a envoyé un plateau il y a à peine 3 jours. Cela m'a frappé comme un coup de poing jusqu'aux déchirures. Une fois qu'il aura signé ses papiers, c'est à nous. Je vais lui donner un aspect propre, papier. Je n'avais rien signé. Je n'avais même pas vu d'accord d'inscription. Mais là encore, peut-être que je n'étais pas censé le faire, peut-être qu'elle avait prévu de le simuler, de le falsifier, de le faire passer dans le système comme si c'était légitime. Les gens sous-estiment à quel point la fraude peut être rapide et silencieuse lorsque personne ne nous observe. J'ai fermé l'application. Je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais pas non plus rester assis. J'ai parcouru le garage, puis le couloir, puis je suis retourné dans le salon où notre photo de mariage se moquait encore de moi depuis le manteau. Son sourire sur cette photo était réel. Une fois que j'y ai cru, j'ai construit une décennie de ma vie autour de cela. Mais en le regardant maintenant, tout ce que je voyais était le début d'un mensonge, habillé de dentelle ivoire. Mon instinct a déclenché des réflexes construits après des années à repérer les faiblesses structurelles avant qu'elles ne deviennent mortelles. Ce n'était plus seulement un dommage émotionnel. C'était légal.
C'était du vol, et je n'allais pas attendre qu'elle finisse le travail. J'ai ouvert une note sur mon téléphone et j'ai commencé à tout enregistrer, date, heure, capture d'écran, citation. J'ai étiqueté des dossiers, sauvegardé des copies, commencé une trace écrite qu'elle ne pourrait pas effacer. Je savais que ce que je faisais pouvait devenir compliqué, mais je m'en fichais. Je n'allais pas laisser la femme avec qui j'avais construit ma vie la démolir pour quelqu'un qui avait atteint son apogée au bal de promo à minuit. J'avais un plan discret, qui n'impliquait pas de confrontation. Pas encore. Elle jouait aux échecs avec un homme dont elle pensait qu'il ne bougerait jamais une pièce. Il était temps que je lui prouve le contraire. Je ne crierai pas, je ne supplierai pas. Je fais ce que je fais de mieux, mesurer le poids, tester les fondations et répondre avec quelque chose de plus fort que la rage, la précision. Delilah pensait que je ne regardais pas, mais je remarque toujours chaque changement, chaque fissure, chaque signe de stress avant de m'effondrer. Non, j'allais m'en assurer. Quand la tempête éclatait, ce n'était pas moi qui me tenais sous les décombres, c'était moi qui détenais le plan. J'ai toujours pensé que lorsque la trahison est silencieuse, la justice devrait être plus silencieuse. Cette nuit-là, après des heures passées à regarder la trahison de Delilah se dérouler message après message, je n'ai pas bu, je n'ai pas crié, je ne l'ai même pas interpellé. Je suis resté assis dans le noir avec mes pensées jusqu'à ce que les ombres au plafond se fondent en une seule et qu'un seul nom me vienne, Marcus Reyes. Marcus et moi revenons bien avant les costumes et les plans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans et j'étais stupide, aidant mon cousin avec un travail secondaire qu'il jurait être à faible risque. Marcus était le gars qui nous sauvait quand les choses devenaient chaudes. Pendant que je construisais des ponts et des maisons, lui a passé une décennie à apprendre à survivre en marge. Quand il est sorti de prison, il ne voulait pas de sympathie, il voulait une seconde chance. Je l'ai aidé à obtenir son permis immobilier. En retour, il a juré qu'il serait toujours à mes côtés. Ce genre de fidélité, vous ne l'achetez pas, vous la gagnez. Je n'avais pas besoin d'un ami pour le moment. J'avais besoin d'un fantôme. Quelqu'un qui pourrait se rapprocher de Delilah sans éveiller les soupçons. Quelqu'un d'assez habile pour l'appâter, la lire et lui faire croire qu'elle était toujours la personne la plus intelligente de la pièce. Marcus était ce type. Je l'ai appelé le lendemain matin. J'ai besoin d'une faveur, dis-je. Il n'a même pas hésité. Quelle est la pièce? Je l'ai expliqué, comment elle avait vu son ex projeter de vendre la maison, peut-être même contrefaire ma signature. Je lui ai parlé des messages, des projets de disparition, du faux charme qu'elle mettait autour de tout le monde. Il n'avait pas l'air surpris. Tu veux qu'elle morde, dit-il. Vous voulez qu'elle croie que le piège est un cadeau. Exactement, rit-il. Alors je suis ton homme. 2 jours plus tard, Marcus entra dans le bar de l'hôtel Riverford où je savais, grâce à ses messages, qu'elle aimait rencontrer des clients. Il ressemblait en tout point à un pantalon de presse, un montre avec un visage lourd, à cet air tranquille d'argent qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Il m'a envoyé un texto quand elle est arrivée, je l'ai vue, robe rouge, cerceau doré, elle sirote quelque chose de cher et s'ennuie. Je l'ai regardé se dérouler à travers le flux granuleux mais constant du flux de sécurité de l'hôtel. Grâce à une faveur que j'ai encaissée auprès d'un de mes clients commerciaux, Marcus s'est glissé facilement sur le siège à côté d'elle, comme s'il s'agissait de vieilles connaissances. Il ne l'a pas draguée, ne l'a pas poussée, a simplement entamé une conversation sur les propriétés haut de gamme et sur la façon dont il recherchait des annonces discrètes pour un riche client international qui cherchait à investir tranquillement dans l'immobilier à Portland. L'intérêt de Delilah s'éclaira comme une enseigne au néon. Elle se pencha et rit de cette manière qu'elle réserve aux hommes qu'elle pense pouvoir déjouer. Elle lui a parlé d'une opportunité unique, une belle maison, récemment libérée, non encore inscrite, mais disponible pour le bon acheteur. Hors marché. Propre, rapide, montre-moi, dit-il. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler les photos qu'elle avait prises de notre maison, des plans larges de la cour, de l'îlot de cuisine et même de la salle de bain principale, avec les lumières tamisées, juste comme il faut. Elle l'avait probablement mis en scène lors de mon dernier voyage d'affaires. Ma gorge se serra. L'intimité de cette trahison n'était pas dans les photos, mais dans l'effort, la planification. Marcus hocha la tête. Je scrute l'écran comme un requin tournant autour d'une proie. Mon client pourrait offrir 2 millions. Dit-il avec désinvolture, cash, mais il voudrait de la discrétion. Les yeux de Delilah dansaient pratiquement. La discrétion, dit-elle, est ma spécialité.
J'ai dû mettre la vidéo en pause à ce moment-là. Pendant un instant, je n'ai pas ressenti de colère. J'avais envie de regarder quelqu'un faire un numéro d'équilibriste au-dessus d'un canyon sans harnais. Elle était bonne, trop bonne, et si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais pu la croire aussi. Cette nuit-là, Marcus m'a appelé. Elle est là, il a dit qu'il voulait agir vite. Elle a dit qu'elle enverrait les documents par email. Il m'a dit de garder mon mari en dehors de ça. Mon estomac s'est retourné. Elle n'a pas peur? Il renifla. Non, elle pense qu'elle a tout sous contrôle. Elle pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Il m'a dit que sa sœur pouvait tout noter. J'ai dit que ce serait transparent. Simone, marmonnai-je. Bien sûr, Simone avait toujours été la ratée familiale devenue une entrepreneur sommaire. Elle était le genre de personne qui savait contourner la loi, juste avant de l'enfreindre, à moins que quelqu'un ne la pousse. Apparemment, Dalila a poussé. Nous avons terminé l'appel avec un plan, Marcus jouerait le jeu, organiserait une fausse transaction et remettrait un faux chèque de banque. Pendant ce temps, je ferai appel à mon avocat et à un ami détective. Pas de confrontation, pas de tir de sommation, juste du silence et de la stratégie. Dalila ne savait pas qu'elle assistait à un spectacle spécialement conçu pour elle. Elle ne savait pas que chaque sourire de Marcus était répété, chaque signe de tête faisant partie d'un scénario. Elle pensait qu'elle était le marionnettiste. Elle ne savait pas qu'elle était déjà montée sur scène. Les ombres que je craignais ne cachaient plus rien. Il travaillait pour moi maintenant et la femme à qui j'avais promis pour toujours. Elle était sur le point de découvrir ce que ça faisait d'être dépassée par l'homme qu'elle essayait de voler. L'email est arrivé 2 jours plus tard, pas de ligne d'objet, juste une pièce jointe et un message en ligne de Dalila, dites à votre client qu'il est prêt. Je l'ai ouvert avec des mains plus stables qu'elle n'aurait dû l'être. Un document PDF s'est déroulé sur mon écran, le détour maison, entièrement signé, daté et notarisé. Mon nom défilait à côté du sien dans cette cursive confiante et en boucle que j'utilisais depuis des années. Sauf que je n'avais rien signé. Je l'ai regardé pendant longtemps, plus longtemps que nécessaire, pas parce que j'étais choqué, je m'y attendais. Mais parce que les détails étaient d'une précision si troublante, elle avait tout copié, l'inclinaison subtile de mon jet, la boucle brisée du H de Holt. Si je n'avais pas su mieux, j'aurais pu croire que c'était le mien. Mais je connaissais ma propre main et je savais qui l'avait forgé. Simone, sa sœur, avait toujours été la brebis galeuse de leur famille immaculée, chassée non pas pour rébellion, mais pour avoir été trop audacieuse, trop malhonnête et sans vergogne. Elle dirigeait une entreprise de conseil en design qui n'était rien d'autre qu'une façade pour la contrefaçon numérique et la paperasse louche. J'avais prévenu Dalila une fois de ne pas laisser Simone impliquée dans nos vies. Elle a ri et a dit, Simone avait juste besoin de structure. Pourtant, l'ironie ne m'a pas échappé. J'ai transmis le document à Ederwin, mon avocate. Nous étions allés à l'université ensemble. Elle a été diplômée première de notre promotion et avait une passion pour la justice que j'avais toujours admirée. Je n'avais pas besoin de quelqu'un d'émotif sur cette affaire, j'avais besoin de quelqu'un de chirurgical. Heather a répondu 5 minutes plus tard, c'est une fraude absolue. Nous l'avons eu. J'ai ensuite contacté Jelen Cruz, mon contact au département de police de Portland. Nous n'étions pas proches, mais il y a des années, j'avais aidé à concevoir l'agrandissement de son centre de formation et il se souvenait bien de moi. J'ouvrirai le dossier personnellement. Il a promis, nous traiterons cela comme un cas de faux et de tentative de fraude immobilière. Continuez à me nourrir de tout. J'ai donc fait chaque document, chaque message, chaque capture d'écran de l'application téléphonique de Dalila. J'ai construit un dossier qui pourrait synchroniser un petit empire. Pendant ce temps, Marcus jouait son rôle en acteur chevronné. Il a organisé une rencontre avec Dalila pour conclure l'affaire. Sol neutre, ton neutre. Elle a encore choisi un bar d'hôtel, a dit qu'elle aimait l'ambiance, a dit qu'elle ne voulait pas de traces écrites. Elle s'est présentée avec des talons, du rouge à lèvres et des lunettes de soleil, comme une star de cinéma réalisant une scène d'escapade. Marcus s'était déjà connecté avec une caméra cachée sur son revers qui diffusait des images en direct pour moi et Heather. Je regardais depuis une tablette dans ma voiture, garée de l'autre côté de la rue, le cœur battant avec cet étrange mélange de rage et de fascination. Dalila lui a remis le paquet, les documents de clôture signés, les formulaires notifiés, les dossiers fiscaux, avec ma fausse signature sur chacun d'eux. C'est propre, dit-elle avec un clin d'œil. Simone a tout vérifié 3 fois. J'ai juste besoin du chèque.
Marcus fouilla dans sa mallette et en sortit une enveloppe blanche. Des fonds certifiés, dit-il doucement. 2 millions d'euros provenant d'un compte à l'étranger. Aucune question posée. Elle a pris l'enveloppe avec le même soin qu'un prêtre pourrait gérer la communion, a atteint un sommet à l'intérieur, a souri, plaisir, faire des affaires, a-t-elle dit. Je l'ai vu rire, vraiment rire, alors qu'elle glissait l'enveloppe dans son sac à main comme si elle venait de gagner un jeu. Personne d'autre ne savait qu'elle jouait. Mais elle ne jouait pas, elle signait son propre mandat avec délicatesse. Chaque mot, chaque sourire, chaque souffle à partir de ce moment a été capturé en audio haute définition et je n'ai pas entendu parler de la vidéo. Je me sentais creux, comme si je me trouvais dans les ruines d'une maison que j'avais conçue, sachant exactement comment elle est tombée et pourquoi, tout en pleurant les efforts qu'il a fallu pour la construire. Heather se pencha en avant, tapotant la vidéo en pose du visage souriant de Delilah. Êtes-vous prêt à ce que cela soit rendu public? J'ai hoché la tête. Elle en a fait une performance. Je tire juste le rideau. Gélène a ajouté, nous exécuterons bientôt le mandat. Les deux simultanément, ramassage. Et Griffin, nous aurons besoin que vous restiez hors de vue pour le moment. Laissez-les croire qu'ils sont en clair un peu plus longtemps. J'ai convenu que je pouvais être patient. J'avais attendu si longtemps. Qu'est-ce qu'il y a encore quelques jours? Ce soir-là, Delilah rentra à la maison en fredonnant du vin dans son haleine, avec une légèreté dans sa démarche que je n'avais pas vue depuis des années. Elle ne m'a pas parlé, elle n'a même pas regardé dans ma direction. Elle se dirigea directement vers la chambre et ferma la porte derrière elle. Elle pensait que c'était fini, elle pensait qu'elle avait gagné, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai bien dormi parce que je savais exactement comment cette histoire se terminerait. Je suis rentré de mon voyage de travail un jeudi. Le ciel de Portland avait cette tache grise habituelle, du genre qui rend tout 10 nuances plus froid qu'il ne l'est. Je me suis garé dans l'allée et j'ai regardé la maison pendant un long moment avant de sortir. De l'extérieur, c'était pareil, immaculé, faussement paisible. Mais je savais mieux. Cette maison n'était plus seulement une maison, c'était une scène de crime avec des coussins. Quand je suis entré, c'était calme, trop calme. Pas de léger bourdonnement de musique de la playlist de Delilah, pas de bruissement de pages d'un de ces magazines de table basse, juste le calme et l'odeur du parfum, son genre, celui au bois de santal et aux agrumes, toujours persistant. Trop longtemps après qu'elle ait traversé une pièce, j'ai déposé ma valise près de la porte et suis entré dans la cuisine. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Delilah se tenait là comme une femme sur le point de monter à bord d'un yacht. Un pantalon en lin blanc impeccable, des lunettes de soleil surdimensionnées, des bracelets dorés empilés sur son poignet et un chemisier en soie noué à la taille. Elle n'a pas bronché en me voyant. Pas de sourire surpris, pas de fausse chaleur, juste un sourire narquois tirant au bord de sa bouche, comme si elle attendait ce moment. Sans un mot, elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe qu'elle jeta sur le comptoir comme si c'était du courrier indésirable. Il atterrit à côté de la machine à café avec un bruit sourd, papier de divorce. Dit-elle, ce sourire narquois se transformant en quelque chose de plus cruel. Vous pouvez les signer maintenant ou plus tard, peu importe. J'ai déjà vendu la maison. Tu devrais me remercier, vraiment. C'est une rupture nette, pas de dette, pas de gâchis. Tu es libre de repartir de zéro, Griffin. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé l'enveloppe, son audace, son arrogance. Elle a pris mon silence pour une défaite. Je commence une nouvelle vie sans toi. Elle a continué à marcher autour de l'île et à se diriger vers la porte d'entrée comme si elle avait un endroit bien meilleur où être. TRE arrive. La semaine prochaine, nous partons pour Sedona pour explorer la propriété. Vous n'imaginez pas à quel point l'immobilier est bon marché là-bas. C'est vraiment inspirant. Quoi qu'il en soit, bonne chance. Je l'ai regardé pendant 3 secondes complètes, puis j'ai ri. Pas un petit rire, pas un souffle sec, un rire franc et honnête qui m'a fait pencher par-dessus le comptoir et m'a forcé à saisir le réfrigérateur pour me soutenir. Cela a commencé comme un grondement sourd, puis s'est transformé en quelque chose d'incontrôlable, quelque chose de primal. Comme chaque mensonge qu'elle racontait, chaque mouvement louche, chaque petit moment de suffisance avec lequel elle pensait s'en tirer était désormais une blague écrite juste pour moi. Elle s'arrêta net. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je me suis essuyé les yeux et me suis redressé, toujours en riant. Toi, dis-je, la voix tremblante à cause de la libération. Tu penses vraiment que tu sors d'ici avec le dessus? Elle cligna des yeux, son sourire narquois s'évanouit. Vous avez vendu la maison, ai-je demandé,
faisant semblant de reprendre mon souffle. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez demandé à votre sœur en disgrâce de notoriété de faux documents. Vous avez remis ce désordre d'un dossier à quelqu'un que vous avez rencontré dans un bar, quelqu'un que vous n'avez même pas vérifié. Et vous pensez vraiment que vous repartez propre? Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Voici la partie que j'aimais. J'ai continué en me rapprochant. Le rire a disparu maintenant, la voix calme et tranchante. Vous pensiez que je ne le remarquerais pas. Vous pensiez que j'étais tellement absorbé par le travail ou par tout autre fantasme que vous aviez imaginé. Je ne te verrai pas mettre le feu à tout ça. Les yeux de Delilah se plissèrent. Je ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce pas? Lui ai-je dit en la coupant avec un doigt levé. Ne nous insulte pas tous les deux avec ce jeu faible, hein, c'est drôle, parce que l'homme à qui tu l'as vendu à Marcus Reyes, mon meilleur ami, mon témoin en fait, si tu voulais t'en souvenir, elle est devenue pâle au début, mais je l'ai vue au moment précis. Réalisation, il s'est mis en place comme une pièce de puzzle. Sa main s'est serrée autour de la bandoulière de son sac. J'ai ajouté un faux. La vente enregistrée devant la caméra, les documents qui traînent sur le bureau de mon avocat, la police déjà impliquée. Delilah recula d'un pas, comme si le carrelage de la cuisine lui-même avait bougé sous elle. Tu penses que tu es intouchable, murmurai-je. Tu n'es même pas intelligent. Et sur ce, j'ai ramassé l'enveloppe qu'elle avait jetée si négligemment, je l'ai ouverte et j'en ai sorti les papiers du divorce. Je les ai feuilletés, notant le langage de la posture, les revendications d'actifs, la limite de propriété. Elle dessinait comme si je n'existais plus. Ensuite, je leur ai mis le feu. Je me suis dirigé vers le poêle, j'ai allumé le brûleur et j'ai tenu un coin de la page contre la flamme. Il s'enroula et noircit rapidement, l'odeur de l'encre brûlée se répandant dans l'air. Delilah a crié, s'est précipitée, mais j'ai laissé tomber les draps brûlants dans l'évier et je les ai regardés couver. Tu veux divorcer, dis-je en croisant son regard alors que la fumée dansait entre nous, tu en auras un, mais pas selon tes conditions. Et pour la première fois depuis le début de tout ce désordre, j'ai vu quelque chose de réel scintiller derrière son extérieur poli, la peur. Elle n'a pas parlé après l'incendie. Delilah restait là. J'étais enfermé sur les cendres dans l'évier, comme si elle ne pouvait pas croire que je l'avais réellement fait, comme s'il ne lui était pas venu à l'esprit que quelqu'un pouvait dire non à son plan. Elle agrippa son sac à main comme si cela pouvait l'ancrer dans le moment présent. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Je m'appuyais contre le comptoir, froid comme la pierre, la regardant se tortiller dans le silence. Je n'avais pas besoin de crier, elle avait déjà entendu ce qu'elle avait besoin d'entendre. Puis, après 5 minutes de silence, c'est arrivé. Son téléphone sonna, d'une tonalité aiguë et discordante qui traversa la pièce comme un coup de feu. Elle fut surprise, véritablement surprise, et chercha à le sortir de son sac. L'écran s'éclaira avec un nom auquel elle ne s'attendait pas. Je savais qu'elle ne s'y attendait pas parce qu'elle regardait le téléphone comme s'il venait de la trahir. Ses lèvres remuèrent légèrement en lisant le nom sur l'écran, Cruz. Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Le téléphone sonna à nouveau. Elle y répondit au 3e essai, la voix tremblante malgré le calme forcé, « Bonjour ». Je n'avais pas besoin d'entendre ce qui se disait à l'autre bout du fil. Je savais que l'officier Jelen Cruz n'était pas du genre à mâcher ses mots. Il lui aurait dit exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Il y avait désormais un mandat d'arrêt actif à son nom pour faux, fraude et tentative de vol. Et sa sœur, Simone, était répertoriée comme co-conspiratrice. Sa main trembla alors qu'elle portait le téléphone à son oreille. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. C'est non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je n'ai rien fait. Elle arrêta d'écouter, puis murmura à nouveau, « Non, il ne peut pas, il ment, il manipule. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés et vitreux, comme si je pouvais soudainement la sauver d'un trou qu'elle avait creusé de ses propres mains. « Griffin, qu'as-tu fait ?» Je n'ai pas répondu. Je viens de hausser un sourcil. Et c'est à ce moment-là que cela l'a frappée de tout son poids. Ses jambes se déformèrent. Elle recula en chancelant, laissant tomber le téléphone. Il heurta le carrelage avec un craquement et glissa sous la table. Elle a atteint le bord de l'île, l'a manqué et s'est effondrée sur le sol, juste froissée, comme si les ficelles avaient été coupées. Son corps a heurté le carrelage avec un son que je n'oublierai jamais, un mélange de chair, d'os et d'incrédulité. Je n'ai pas bougé. Elle resta là un moment, hébétée, essayant de cligner des yeux.
Quel que soit le brouillard qui l'envahissait. Je l'ai regardé essayer de s'asseoir, seulement pour que son corps la trahisse à nouveau. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait quelque chose de solide. Il n'y en avait pas. J'ai décroché le téléphone. La ligne était toujours ouverte. Cruz. J'ai dit, toujours là. Il a demandé à Voicecom. Elle est à terre. J'ai dit, je ne l'ai pas bien pris, je ne pensais pas qu'elle le ferait avec une ambulance ou des menottes. Première menotte, j'ai dit qu'elle était consciente. Copier que les unités sont en route. J'ai mis fin à l'appel et posé doucement le téléphone sur la table, puis je me suis accroupi là où Delilah essayait de reprendre son souffle. Sa peau avait perdu toute couleur. Ses pupilles se dilatèrent largement de panique. Il n'y avait aucune trace de la femme qui était entrée ici il y a une demi-heure avec le projet de m'effacer de ma propre vie. Ils avaient les messages que je lui ai dit tranquillement, les documents, le faux acte. Marcus était télégraphié et la signature de ta sœur. Cela correspondait à 5 autres cas déjà signalés par Jalen. Elle n'en fait pas seulement partie, c'est une récidiviste. Les lèvres de Delilah bougèrent mais aucun son n'en sortit. Vous n'avez pas seulement essayé de quitter un mariage, ai-je continué. Vous avez essayé d'organiser un braquage. Vous avez utilisé votre vie amoureuse comme véhicule de fuite et maintenant vous n'avez plus d'essence. Elle cligna des yeux, une petite larme pathétique glissant sur sa joue. Je ne l'ai pas fait, Griffin. Je ne voulais pas m'arrêter. J'ai dit catégoriquement, gardez-le pour le juge. Les sirènes vinrent ensuite, pas bruyantes au début, mais indubitables, le genre de son que l'on ne se méprend que si l'on n'a jamais rien eu à craindre. Elle les a entendues aussi. Son corps se redressa en entendant le son, puis se recroquevilla plus fort, comme si elle pouvait se cacher de ce qui l'attendait déjà. 3 coups ont frappé à la porte d'entrée. Un responsable de Sharp. Je me suis approché et je l'ai ouvert. 2 officiers se tenaient là, dont Jalen. Il m'a fait un signe de tête puis est entré sans attendre d'invitation. Dis-la halte, dit-il en se plaçant dans son champ de vision. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, faux et tentative de vol. Veuillez vous lever. Elle n'a pas bougé. Maintenant, a ajouté Jalen. L'un des autres policiers s'est déplacé pour aider Delilah, a essayé de protester, sa voix se brisant de sanglots et de fragments s'il vous plaît. Je n'ai pas compris comment je l'avais surpassé. C'est le truc avec les tempêtes, on ne les entend pas toujours arriver, mais quand elles arrivent, rien ne résiste. D'après Jalen, elle se prélassait sur le balcon de son appartement en sirotant ce qui ressemblait à un smoothie trop cher et en parcourant son téléphone comme si elle n'avait pas commis une demi-douzaine de délits. Lorsque les policiers ont frappé à sa porte et ont annoncé qui ils étaient, Simone a eu l'audace d'agir avec surprise. Pas effrayée et surprise, elle se tenait là, dans un ensemble de yoga assorti, la bouche légèrement ouverte, clignant des yeux, comme s'ils l'avaient confondue avec quelqu'un d'autre. Mais au moment où ils ont prononcé le mot faux, ce joli petit visage s'est fissuré. Elle a essayé de fermer la porte, elle a même réussi à fermer la porte, mais ils l'ont poussée à travers et l'ont menottée avant qu'elle ait pu finir de dire « Attendez, c'est une erreur ». Au moment où Delilah est arrivée au commissariat, les poignets attachés, toujours tremblante, ils l'ont mise face à face avec Simone dans une salle de traitement sans fenêtre. Je n'étais pas dans la pièce mais je voyais tout derrière le miroir. Delilah halta la seconde. Elle a vu sa sœur. Simone, qu'est-ce qui se passe? Lâcha-t-elle d'une voix et Simone, frénétique, releva la tête, plissa les yeux, comme si elle venait de découvrir qu'elle n'était plus le chef du groupe. Que se passe-t-il? Dites-moi. Vous avez dit que tout allait bien. Vous avez dit que c'était hermétique. Delilah fit un pas tremblant en avant, toujours menotté. Ils disent que vous avez falsifié des documents. Ils ont les documents, siffla Simone. Ils m'ont montré que ton acheteur portait un foutu micro. Toute cette affaire n'était qu'un coup monté. Il s'est joué de toi et tu m'as entraîné là-dedans. Je m'attendais à ce que Delilah se défende, peut-être qu'elle nie tout et essaie de faire passer cela pour un malentendu tragique. Mais à la place, elle s'est mise à pleurer, pas le genre silencieux et gracieux, le genre désordonné et désespéré qui vous tirait le visage dans d'horribles contorsions et ne s'arrêtait pas une fois qu'il commençait. Je ne savais pas. Elle marmonnait à travers ses sanglots. Lui, il était si distant que je pensais pouvoir le faire. Simone roula des yeux et s'assit lourdement sur la chaise en métal. Incroyable, tu as brûlé ton mariage et tu as failli nous faire inculper tous les deux pour un homme qui ne t'aime même pas. Delilah tressaillit comme si elle avait été giflée. Je me penchai plus près du verre, les bras croisés.
Les regarder se dérouler, c'était comme regarder les dernières pages d'un roman policier se dérouler en temps réel. Plus de glamour, plus de contrôle, juste deux sœurs s'étouffant devant les conséquences de choix qu'elles pensaient que personne ne découvrirait jamais. Marcus est arrivé environ 20 minutes plus tard. Il portait son insigne aujourd'hui. Je ne le lui ai pas demandé. Il a proposé, a dit qu'il voulait que Delilah le voie, qu'il voulait qu'elle sache exactement qui la jouait. Ainsi, lorsqu'il passa devant la salle de détention et que Delilah aperçut le reflet doré sous sa veste. Son visage s'est cassé d'une nouvelle manière. Et Marcus, elle balbutia, les yeux écarquillés, la voix craquant. Il se tourna, la regarda et fit un seul sourire dévastateur. Surprise? Elle s'avança, tirant contre ses poignets comme s'il pourrait disparaître si elle suppliait juste assez fort. Tu me mentis. Vous avez forgé la signature de votre mari, il a-t-il dit catégoriquement. Ne parlons pas de mensonges. La bouche de Delilah s'est ouverte. Rien n'est sorti. Simone, toujours assis, grogna, vous voulez dire qu'il travaillait avec Griffin tout le temps. Marcus ne lui a pas répondu. Il s'est tourné vers moi à la place, derrière la vitre et m'a donné un petit signe de tête. Mirror, mais elle a regardé directement l'objectif. Une histoire qu'elle a écrite dans Ink. Elle a seulement vu. Elle examinait les documents signés par Simone, chacun lié à la maison, les uns les autres dans leur cercueil légal. C'est hermétique, a-t-elle dit. Ils feront pression pour un accord. Bien sûr, plaidez, mais vous serez couverts. Restitution, dommages, peut-être même punitifs. Gélène hocha la tête. Les DA sont déjà impliqués. Leur meilleur coup est maintenant la coopération, qu'ils ne donneront pas, j'ai ajouté, du moins pas avant qu'ils ne réalisent que personne ne les sauve. Heather n'est pas en désaccord. Nous avons regardé quelques minutes de plus tandis que les sœurs se fondaient en blâme et en trahison. Delilah Palling, Simone s'est effondrée dans la défaite. C'était étrange à quel point ils avaient l'air maintenant, deux femmes qui avaient été des forces du chaos dans ma vie et maintenant, ils n'étaient rien d'autre qu'une histoire édifiante dans les menottes. Avant de partir, j'ai tourné une dernière fois vers le verre et j'ai regardé Delilah dans les yeux, même si elle ne pouvait pas me voir. Son mascara a été enduit, son chemisier ridé et toute son aura se craqua. Elle ne le savait pas, mais sa tasse avait déjà été prise. La tempête était passée. Tout ce qui restait maintenant était un nettoyage. La salle d'audience n'était pas ce que vous voyez à la télévision. Pas d'éclairage dramatique, pas de gaz d'une galerie bondée, juste des bandures, des sols froids et la faible odeur de désinfectant qui s'accrochait à tout. Pourtant, lorsque Delilah est entrée, c'était comme si un jeu de scène allait commencer. Elle portait un blazer noir et un combo de jupe crayon, classique, stratégique, le genre qui a crié « Je suis professionnel, pas criminel ». Ses cheveux ont été tirés si serrés qu'il semblait qu'elles se tenaient ensemble par des mèches. Simone a suivi 2 marches derrière, le visage pâle et les lèvres pressées dans une ligne dure. Pas de tenue correspondante cette fois. Aucune confiance partagée, seulement 2 femmes qui se prolongent pour un programme qu'elles étaient suffisamment arrogantes pour penser serait secrète. Je ne me suis pas assis au premier rang. J'ai choisi un endroit près de l'arrière, flanqué de Heather et Marcus. Heather était au visage de pierre, une tablette à la main, des doigts glissant à travers les preuves organisées comme un maestro préparant une symphonie de justice. Marcus se pencha en arrière sur sa chaise, une cheville reposant sur son genou, dégageant la même confiance détendue qu'il avait portée dès le premier jour. Il avait fait sa part. Maintenant, c'était à notre tour de nous assurer qu'il est resté. Delilah jeta un coup d'œil dans la salle d'audience lorsqu'elle est entrée. J'ai regardé ses yeux fouiller la pièce, hésitant légèrement quand ils ont atterri sur moi. Elle n'a pas détourné les yeux immédiatement. Elle regarda, presque comme si elle s'attendait à y trouver pitié. Mais je n'ai pas clignoté, je n'ai pas tressailli. Je me suis juste assis immobile et j'ai rencontré son regard jusqu'à ce qu'elle se retourne à nouveau, les épaules plus droites mais respire sensiblement plus rapidement. Le juge était une femme dans la soixantaine avec une mâchoire et des yeux pointus qui semblaient avoir vu toutes les excuses du livre. Elle n'a pas souri, elle n'a pas postulé, elle a simplement appelé la session à l'ordre et a fait signe à l'accusation de commencer. Heather se leva comme si elle attendait ce jour toute sa carrière, votre honneur, elle a commencé. Ce que nous présentons aujourd'hui n'est pas un simple cas de mauvaise communication, et ce n'est pas un divorce désordonné devenu amer. Ceci est une fraude calculée. C'est une contrefaçon numérique. Il s'agit d'une tentative de voler la maison d'un homme, d'effacer son
identité dans les dossiers juridiques et de repartir. Et nous avons chaque message, chaque document et chaque conversation enregistrée pour le prouver. Elle a commencé à disposer la chronologie lentement, intentionnellement, comme construire une structure, brique by brique, des premières réunions d'hôtel ombragées à l'acte de forge, au chèque de la fausse caissière que Marcus a remis et enfin au moment. Delilah s'est évanouie quand elle a réalisé que tout avait été une configuration. Heather a frappé chaque battement. Elle a ensuite joué la vidéo. La conversation de Delilah avec Marcus dans le bar de l'hôtel a vacillé à la vie à l'écran. Là, elle riait, feuilletant des photos de téléphone de notre maison comme si elle montrait un souvenir. Il voyage beaucoup. Elle a dit dans la vidéo, ce sera propre, calme, il ne saura même pas avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouviez entendre une épingle tomber dans la salle d'audience. Delilah enfouit son visage dans ses mains. Simone regarda simplement le sol. L'avocat de la défense a tenté de récupérer. Il se leva, s'éclaircit la gorge et commença par un trop fatigué, votre honneur. Bien que les images soient certainement convaincantes, nous devons considérer le contexte. Mon client, Madame Hall, était soumis à une détresse émotionnelle importante. Son mariage se détériorait. Elle était désespérée, confuse, manipulée. Heather n'a même pas attendu le signe de tête du juge avant de remonter. Puis-je répondre? Le juge lui a fait signe à l'avant. Heather est entrée dans le centre de la pièce en tenant des captures d'écran imprimées. Est-ce que ce désespoir? Ceci est un message que Delilah a envoyé le matin après avoir rencontré Marcus Scott, 2 millions à la main et tout ce qu'il obtiendra, c'est une carte de remerciement. Elle s'est tournée vers le juge, votre honneur, ce n'est pas de la confusion, c'est la confiance, c'est l'intention. L'avocat de Simone a tenté de l'éloigner du crime de base, a affirmé qu'elle ne savait pas quels étaient les documents revendiqués. Elle faisait juste une faveur de sa sœur. Ensuite, Heather a sorti les journaux de record du notaire, 5 autres documents notarisés par Simone au cours des 6 derniers mois, tous liés à des transactions douteuses toutes sous enquête. Au moment où elle a fini, la salle d'audience était épaisse avec une incrédulité tranquille. Même le juge semblait un peu surpris. Après une pause, le juge s'est penché en avant, les doigts se sont effleurés, Madame Hall et Madame Green? Elle a dit, une voix comme le gravier. Ce que je vois ici n'est pas simplement une fraude. C'est l'exploitation de la confiance, l'utilisation abusive de l'autorité légale et un manque complet de remords. Ce tribunal évite les présentes de la tentative de vente de la résidence Hall. En outre, sur la base de l'évaluation psychologique, des dommages émotionnels documentés, des frais juridiques et du risque de déplacement financier, j'accorde à Monsieur Holt un total de 175 000 $ en dommages-intérêts. C'était fini. Delilah couvrait sa bouche comme si elle pouvait être malade. Simone avait l'air prête à pleurer, mais pour une fois, il n'y avait pas de larmes, juste le poids écrasant de la réalité se rapprochant de tous les côtés. Je n'ai pas souri, pas devant le tribunal, mais à l'intérieur. Je me suis brûlé avec satisfaction, pas parce que je voulais les ruiner, mais parce qu'ils ont essayé de m'effondrer, et je leur ai rappelé fort, mais je ne le faisais pas. Il y a 10 ans, concentré, calme et délibéré. Pour arrêter de vivre dans une maison hantée. 2 jours après le verdict, j'ai signé les documents de clôture sur une propriété côtière. Rien d'extraordinaire, juste une maison solide et solide sur un bluff où vous pouviez entendre les vagues avant de les voir. Il avait un porche criblé et une cheminée qui brûlait encore du bois au lieu du gaz. Le genre d'endroit où vous allez vous récupérer. Le genre d'endroit où vous n'invitez pas à avoir des problèmes. Jared, mon chien, monta sur le siège passager sur la route au-dessus de sa tête, traînant par la fenêtre tandis que le vent salé transformait ses oreilles en drapeaux. Il avait toujours été calme, encore plus ces derniers mois. Les chiens savent qu'ils ressentent la tension dans les planches avant qu'elles n'atteignent nos pieds, et Jared s'était mis à aboyer dans les ombres ces derniers temps de la maison où personne ne se tenait des portes. Personne n'est passé. Mais alors que nous nous redressons vers le nouvel endroit, il a regardé autour de lui une fois, a donné un petit gémissement, puis s'est installé. Pas d'aboiement, pas de rythme, juste calme. Comme même il pouvait sentir que la tempête s'était écoulée. J'ai emménagé avec juste the essential, quelques vêtements, mes outils, quelques photos encadrées de mes parents et mon ancienne table de rédaction. J'ai laissé le mobilier derrière. Il en avait trop vu. Je voulais une ardoise propre, celle où je pouvais choisir chaque détail, cette fois pour moi, pas pour personne d'autre. 3 jours après, la première lettre est obtenue par la poste de la prison du comté. L'adresse de retour avait fait défiler le nom de Delilah dans l'écriture.
Je savais trop bien. Je les regardais sur un café, débattre de l'ouvrir ou de le jeter dans les flammes toujours crépitantes dans le foyer. À la fin, la curiosité a gagné. C'est toujours le cas. À l'intérieur se trouvait une lettre de 3 pages écrite sur du papier de ligne. Pas de papeterie parfumée, pas de seau à rouge à lèvres, juste sa voix et son encre. Griffon. Ça a commencé. Je sais que vous ne lirez probablement pas ceci. Je ne te blâmerai pas, j'avais juste besoin d'essayer. Je suis désolé pour tout, pour Trey, pour la maison, pour Simone. J'étais égoïste. Je ne savais pas jusqu'où je tombais jusqu'à ce que je frappe le sol. Vous ne le méritiez pas. Je sais que maintenant elle a continué à savoir comment la prison l'avait dépouillée de tout, le confort, le statut, la fierté, a dit qu'elle avait raté l'odeur de notre cuisine le dimanche matin, qu'elle souhaitait que nous nous battions plus au lieu de laisser le silence grandir si fort entre nous qu'elle reprendrait tout si elle le pouvait. Je ne m'attends pas à la pardon, a-t-elle écrit, mais j'espère qu'un jour vous pourrez vous souvenir d'une version de moi qui ne vous a pas cassé. Je l'ai lu une fois, je l'ai plié, puis je l'ai jeté dans le feu sans un mot, pas par colère, pas même la satisfaction. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin d'elle pour expliquer ce que j'avais déjà compris. 2 jours plus tard, une autre lettre est arrivée, Simone, plus court, bâclé. Pas d'excuses, juste le déni déguisé en remords. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle affirmé. Delilah a dit qu'il avait été pris en charge. Je pensais que c'était juste une faveur, pas un crime. Je ne suis pas comme elle. Oui, elle l'était. J'ai brûlé celui-là aussi. Certaines portes ne sont pas censées être rouvertes. Cette première semaine dans la nouvelle maison, j'ai dormi mieux que depuis des années. Pas de rythme, pas de vérification de ses clés dans le bol près de la porte, pas de seconde guise, que la femme à côté de moi était toujours la mienne ou déjà allée en esprit. Juste la paix, une vraie paix durement gagnée. J'ai mis des étagères dans le garage, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'ai raté quelque chose avec mes mains. J'ai grillé des hamburgers sur le pont arrière et je me suis assis avec Jared tandis que le soleil plongeait dans l'océan comme une pièce disparaissant dans un puits. Chaque nuit, j'ai fermé la porte doucement derrière moi et je l'ai verrouillée, pas par peur, mais parce que c'était à moi de verrouiller ma porte, mon seuil, mes règles. Delilah a appelé une fois du numéro de la prison. Je le laisse sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Elle n'a plus jamais essayé. Jared n'aboie plus sur les ombres. Il dort toute la nuit sans se gratter à la porte. Je pense qu'il sait ce que je sais depuis que la première boîte a frappé le sol de cette maison, c'est fini, vraiment fini. La dernière porte ne claquait pas parce que quelqu'un faisait d'assaut. Cela a claqué parce que je l'ai fermé moi-même et que je tournais le boulon. Et cette fois, cela ne s'ouvrira pas à quiconque ne frappe pas avec la vérité. L'océan était plus fort le matin, des vagues entrant en collision avec les rochers ci-dessous comme s'ils avaient quelque chose à prouver. J'aime ça, le rythme régulier de celui-ci. La nature n'a pas demandé la permission ni prétendant être quoi que ce soit. Ce n'était pas le cas. C'était juste brutal, honnête, sans excuse. C'est le genre de vie que je construisais maintenant. Marcus et moi nous sommes assis sur le porche qui donnait sur le bluff, 2 tasses de café fumantes, pas de crème, pas de sucre, juste forte et amère comme les derniers mois. Jared gisait entre nous, ronflant légèrement, le ventre plein et se contractant dans son sommeil. Le ciel se réveillait toujours, STRE, avec un rose doux qui embrassait à peine l'eau. C'était paisible, le genre de paix que vous ressentez dans vos os, non pas parce que le bruit a disparu mais parce que vous avez finalement décidé d'arrêter de le laisser à l'intérieur. Vous l'avez joué lisse, Griff. Dit Marcus, hochant la tête vers les falaises, vraiment propre, aurait pu incendier le tout, mais vous l'avez gardé. Sigle, calme, précis. J'ai siroté le café en regardant la marée rouler. Je n'essayais pas de gagner. J'ai dit pas vraiment. Non, il haussa un sourcil. Non, j'ai répété, je voulais juste qu'il sache qu'il ne pouvait pas me berner, ne pouvait pas m'écrire de ma propre histoire. Il a laissé cela s'asseoir entre nous un instant, le seul son étant la mer et le grognement occasionnel de Jared. Je comprends ça. Marcus a dit finalement, vous n'êtes pas devenu nucléaire, vous êtes devenu chirurgical. J'ai souri à ça exactement. Delilah et Simone pensaient que je briserais ça, je m'effondrais, je me lasserais, je ferais quelque chose d'étouffement et je leur donnerais le dessus. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que je construis des choses pour vivre. Je comprends la charge de pression, les lignes de faille.
Je sais quand quelque chose est sur le point de s'effondrer et comment m'assurer que je me tiens sur le côté droit des décombres. Les gens pensent que briser un homme signifie voler son argent ou inaugurer son mariage, mais ils oublient ce qui brise vraiment un homme qui perd son sens de soi, son nom, son but, sa place. Ils ont essayé de me prendre tout cela, ont essayé de me redéfinir avec des mensonges et de la cupidité et une poignée de signatures forgées. Mais je construis des fondations et je les renforce toujours avec la vérité. Ce qui est drôle, c'est qu'au milieu de tout cela, j'ai continué à attendre un moment où je me sentirais assez en colère pour crier ou assez triste pour pleurer ou assez désespéré pour mendier. Mais cela n'est jamais venu, non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que je savais que j'avais déjà pleuré ce mariage bien avant sa fin. Delilah n'a pas détruit quelque chose de sacré. Elle a confirmé ce que je soupçonnais déjà, il était mort bien avant que les documents rattrapaient. J'ai entendu parler d'elle une fois de plus, une messagerie vocale. Je n'ai pas repris, mais je l'ai laissé enregistrer. Griffin, je voulais juste dire que je sais que j'ai tout ruiné et je ne sais pas qui je suis sans toi. Je vois que maintenant j'avais tort. Je suis désolé. Je ne l'ai pas sauvé. Je ne l'ai pas effacé non plus. Je le laisse exister dans le nuage. Plus numérique, je n'avais plus besoin de transporter. C'était suffisant. J'ai changé les serrures sur tout, les comptes bancaires, les unités de stockage, même mes mots de passe sociaux. Je construis un pare-feu autour de ma vie comme je l'ai construit autour de mes maisons, robustes, fiables, coaxées. Rien n'intervient à moins qu'il n'appartienne. Cela inclut les gens. Il y a un panneau en bois sur le porche, maintenant sculpté à la main, poncé lisse. Il lit mon nom, ma maison, mes règles. Je ne l'ai pas accroché aux visiteurs, je l'ai accroché pour moi, un rappel que je décide de ce qui vit à l'intérieur de ces murs maintenant, quel genre d'homme je suis, quel genre de paix je garde. Les gens demandaient pourquoi je n'avais pas riposté plus fort, pourquoi je ne suis pas allé dans les médias ni à traîner leur nom dans la boue. Simple, car je n'avais pas besoin de faire du bruit pour prouver que j'ai survécu. Je devais juste continuer à construire cette maison, cette vie, ce rythme. C'est à moi maintenant. Et quand le soleil se couche et que la dernière lumière disparaît derrière cet horizon dentelé, je ne ressens pas de regret. Je ressens la clarté, le genre qui vient lorsque vous réalisez enfin la pire chose qui vous soit arrivée était aussi la meilleure chose qui vous ait jamais libéré. Donc, quand Marcus s'est levé pour partir et applaudir mon épaule. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai dit, vous savez où me trouver. Il sourit, toujours l'a fait. Et quand il est parti et que la poussière s'est installée, je me suis assis avec Jared, j'ai versé une autre tasse de café et j'ai écouté l'océan se déclarer encore et encore, implacable, réel et le mien, comme tout le reste derrière cette dernière porte.